Je vais commencer par vous présenter l'auteur et sa traductrice qui ont vécu ensemble une très belle histoire et qui vont continuer, je crois, autour de ce livre, Notre quelque part, qui est paru aux éditions Zulma début 2014 et donc qui est traduit, écrit par Niaikwe Parks, pardon, et traduit par Sika Fakambi. Ils ont de nombreux points communs qui, je crois, auguraient de leur rencontre littéraire, ça c'est évident. Donc je vais vous donner quelques points biographiques qui vont vous en donner un aperçu. Vous êtes né au Royaume-Uni en 1974 et vous avez été élevé ensuite au Ghana. Vous avez étudié à Accra, la capitale du Ghana, puis à Londres, je crois. Vous avez fait des études littéraires. Quel type? Ah oui, scientifique, comme votre personnage, donc. D'accord. Vous êtes donc poète, romancier, et vous vous investissez beaucoup, je crois, dans le travail d'édition. Et aujourd'hui, vous partagez votre vie entre Londres et Accra. Sika, vous êtes né en 1976 à Cotonou au Bénin. Vous avez donc grandi dans plusieurs langues également, plusieurs cultures. Vous êtes traductrice littéraire et vous traduisez de l'anglais mais de plusieurs pays. Et vous avez plus particulièrement commencé par c'est la poésie, on va dire, qui vous a fait rentrer en traduction, qui vous a donné ce sentiment de réellement entrer en traduction. Vous arrivez donc en France à 17 ans, puisque vous aviez des parents, un couple mixte, et de la famille en France, et vous vivez à Paris, puis à Dublin, Sydney, Toronto, Montréal. Et aujourd'hui, vous vous êtes posé à Nantes, en France. Donc, Tale of the Bluebird, le titre original de votre livre qui est paru en 2009, a été finaliste du Commonwealth Prize. Et vous avez remporté de nombreuses récompenses l'un et l'autre. Pour la traduction, Sika a remporté le prix Baudelaire à la Société des gens de lettres et le prix L'Or Bataillon qui est attribué conjointement à l'auteur et à son traducteur. En 2014, le prix Mahogany était aussi attribué à votre roman. Je vais commencer par un résumé du roman, qui est un roman policier, une enquête. Et puis ensuite, nous discuterons un petit peu autour d'un fil que j'ai tiré et qui, j'espère, nous emmènera sur d'autres thèmes. Et puis ensuite, après quelques lectures, vous pourrez poser, bien sûr, vos questions pour ceux qui l'ont lu et découvrir pour ceux qui ne l'ont pas lu. Donc le roman s'articule autour de deux voix principales, deux narrateurs. Caio Odamten, qui est un jeune médecin légiste qui a fait ses études à Londres et qui revient au Ghana et qui travaille pour un laboratoire de contrôle, Aquabio à Accra. Et une deuxième voix qui est Yao Poku, le chasseur du village de Sonochrome. Donc l'action se déroule à la fois à Accra, la capitale, la ville, et à Sonochrome, ce petit village reculé où vit Yao Poku et tout son village. Donc la tranquillité de ce village va être perturbée en fait par l'irruption d'une jeune femme qui arrive de la ville, qui est en fait la petite amie d'un ministre en place et qui, se baladant avec un garde du corps de l'armée, aperçoit un oiseau à tête bleue et a décidé de le poursuivre. C'est comme ça qu'il débarque dans ce village et en le poursuivant, ils vont arriver dans une case, la case de Kofi Atta, où ils vont faire une découverte macabre au sol en fait. Sur ce fait, des policiers vont être envoyés pour enquêter sur ce présumé meurtre et pour identifier ce qu'est cette masse au sol qui ressemble à des restes humains mais qui n'est pas identifiée.
Face à cette irruption un peu violente des policiers qui ne respectent pas beaucoup les traditions ni les coutumes du village, les habitants, les villageois vont se murer dans le silence. Un légiste va être envoyé qui ne pourra pas identifier cette masse de tissu humain ou pas. Et donc, l'inspection générale de la police va décider de faire appel à Caillot, qui lui est médecin légiste et qui a été formé en Europe et qui donc est présumé très compétent pour cela, avec beaucoup de moyens. Donc Caillot va finir par enquêter, mais presque de force, puisqu'il va être quasiment enlevé, arrêté même par la police pour pouvoir y aller, puisque son employeur ne souhaite pas le laisser partir enquêter. Donc il va subir une arrestation assez musclée, voilà, et qui va le mener jusqu'au village finalement pour mener cette enquête. Sa connaissance et son respect des traditions locales vont faire qu'il va nouer une relation privilégiée avec les villageois et il va pouvoir partir justement dans cette quête un peu de vérité, même si c'est ce qu'on découvrira, on ne lui demande pas en fait de découvrir réellement ce qui s'est passé, mais de construire une histoire pour l'inspecteur général de la police qui veut monter en grade et qui lui demande d'inventer une histoire, un meurtre international. Voilà. Donc là, on va être plongé à l'arrivée de Caillot dans le village, dans cet autre monde, ce quelque part justement, où des légendes peuvent peut-être éclairer la réalité, le réel d'une autre manière. Voilà. Donc, je commencerai sur ce Notre quelque part, qui est le titre français, mais qui respecte une expression de la langue originale, or somewhere. C'est cette langue de Yaopoku qui choisit de parler de son lieu, son village, par ce Notre quelque part. Comme tout bon roman, il y a plusieurs romans dans ce même roman. Il y a cette enquête, mais il y a aussi en filigrane une analyse et une description de la société contemporaine au Ghana. Un portrait aussi d'une jeune génération qui a peut-être été justement à cheval sur ces deux cultures, qui a fait des études en Europe, qui est revenue au pays et qui est un petit peu partagé donc entre ces différentes cultures et ces différentes façons de penser. Il y a une critique sociale évidemment à travers tout ce livre sur la corruption politique, les institutions publiques et une analyse en fait de l'histoire, de la grande histoire avec les dates, l'histoire politique du pays et l'histoire, justement, les histoires de ces personnes civiles, de ces villageois. Alors moi, ce qui m'a titillé dès le départ, après vous me direz ce que vous en pensez, c'est justement ce qui a trait à ce défini et indéfini, ou plutôt cet indéfini quelque part, qui définit tout de même. Qui quand même affirme quelque chose. Il y a eu deux expressions dans le livre qui sont venues de ce terme et qui pour moi recoupent un petit peu le même sens. C'est ce 1-1-1 qui est toujours employé pour décrire l'arrivée des policiers, plutôt que dire Yaopoku quand il raconte cette arrivée, plutôt que de dire il y a eu 5 policiers, c'était toujours ce qu'on voit, on dit ce qu'on voit, donc c'est ce 1-1-1 pour arriver à plusieurs policiers. Et ça, c'est repris plusieurs fois dans le livre, et ces 1 qui s'ajoutent les uns aux autres, pour moi, figure un peu la langue du roman, qui est une langue polyglotte, puisqu'on va le voir, il y a de l'anglais classique, et pareil en français du coup, mais anglais classique, la langue véhiculaire sur place, le Twi, je crois, on le prononce comme ça, et le Pidgin English, qui est ce parler anglais un petit peu simplifié, on va dire, ou voilà.
Donc, il y a ce 1-1-1 et il y a aussi une expression que je n'ai pas retrouvée mais qui m'a vraiment marquée. Je ne sais pas si tu t'en souviendras, Annie. C'est le nom de l'animal ne change rien à sa nature. C'est-à-dire que le nom ne change rien à ce qui est. Et pour moi, ce qui est dit par ce quelque part, c'est aussi qu'il y a des langues qui nomment et des langues qui ne nomment pas. Et si elles ne nomment pas, comment procèdent-elles ? Voilà. Donc pour moi, c'est le quelque part, c'est ce que je suis, où je suis, et surtout d'où je parle. Et c'est la langue, c'est la littérature en quelque sorte pour moi. Enfin, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous allez peut-être pouvoir développer, nous dire peut-être aussi ce Or Somewhere, d'où ça vient pour vous, Oni ou... Bonsoir. Pour moi, notre quelque part, en fait, c'est une phrase qui s'utilise beaucoup en Twi. Yawaye baby. Non, bah, et ça ne veut pas dire forcément un endroit marqué par des carrés. C'est-à-dire qu'ils sont à l'aise où ils sont. Donc, c'est pas forcément comment dire, des frontières. C'est pas une délimitation. Ouais, c'est pas des frontières. Précis, c'est en fait c'est un mélange de les gens autour de toi, un être en voilà, fait au monde, ouais. de se sentir bien à l'aise, quoi. Donc c'est ça, ça représente ça. Donc c'est quelque chose qui est, on peut pas nommer parce que c'est pas marqué. Ouais. Et sinon le roman, en fait, c'est sur le thème, c'est le pouvoir. Le pouvoir, oui. Donc, il y a beaucoup de jeux au niveau langue, parce que pour moi, les pidgin, c'est pas l'anglais simplifié, c'est l'anglais augmenté aux besoins des gens qui utilisent. Parce que pour eux, l'anglais, c'est un peu froid, donc ils ajoutent un peu de faux, un peu de rythme pour pouvoir s'exprimer. Dans les définitions qu'on trouve, ouais. C'est ce qui est dit. Ah ouais, non. Ouais. C'est pour ça que je dis que, en fait, je parle de pouvoir de nos perspectives, ouais. En fait. Parce qu'en fait, aussi, il y a des mots qui sont en italique. Normalement, moi, quand j'étais jeune, je lisais les bouquins et il y avait des mots en italique. C'était toujours le mot d'ailleurs. Ouais. Jamais des mots anglais. Enfin, parlons de l'Angleterre, Ghana. Peut-être pareil en France. Donc pour moi, j'ai fait l'envers. L'inverse, ouais. Donc en Twi, c'était normal. Et puis les mots qui sont venus du contact avec les Anglais étaient en italique. Des mots comme policeman, chauffeur. Voilà. Même si c'était tout écrit dans la même langue, enfin, c'est un anglais qui était modifié. Ouais. Mais ça, ouais, pour moi, c'était important de faire ça. Ouais. Et donc le jeu, c'est en fait au niveau politique aussi, c'était pas pour dire qu'il y a des problèmes partout au Ghana, mais pour montrer qu'il y a 2-3 personnes qui peuvent tout changer. Et c'est ça, quoi. Finalement, il y a une jeune fille qui est une copine de quelqu'un, donc ça peut changer la manière d'interroger une affaire. Enfin, voilà. Ouais. Il y a quelque chose? Alors, tu dois répondre? Non, on était. Il me faut un peu de temps parce que je viens du Ghana là. J'ai pas parlé français depuis un moment. Il a beaucoup voyagé, donc. Il y avait aussi justement ce rapport au nom, enfin le substantif qui. Peut-être que tu peux nous expliquer comment la langue au Ghana fonctionne, enfin les dialectes. Moi, j'ai eu l'impression avec tous ces mots. Ces couches de langue, que le Twi, c'est une langue qui procède par mots valises ou c'est plusieurs. C'est toujours quelque chose qui raconte, mais qui ne donne pas un nom non plus. Comme les jours de la semaine qu'on voit à la fin du livre, c'est toujours un micro-récit et pas
un nom pour appeler quelque chose. Enfin, c'est... Et du coup, je me dis que cette langue et la langue de l'écriture, enfin de ton écriture, c'est la primauté est toujours dans ce qui est et ce qui se passe. Et de raconter le récit, en fait. C'est le récit qui parle dans la langue, c'est pas les noms. Je crois que chaque langue commence par la philosophie des gens qui parlent la langue. Et les Akans qui parlent le Twi, ils ont une philosophie qui est au même temps, tu vois, moi ce que je trouve en Angleterre par exemple, c'est que tu es soit gauche, soit droite. Il n'y a jamais quelque chose au milieu, Ouais. ou rarement quelque chose au milieu. Mais chez les Twi, c'est ça toujours. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a ce sentiment. Enfin, c'est vrai qu'il y a la dualité, dualité est permanente dans le roman, enfin à Exactement. plein de niveaux, quoi. Et donc, quand ils nomment des choses, ils respectent l'individuel et puis le collectif aussi. Donc, c'est pour ça que je passais du 1 multiple. 9, ça veut dire que tu ne peux pas dire 9 quand il y a 9 personnes. Oui. Parce que ça veut dire que les 8, que ils ne comptent pas. Voilà. Donc, il faut les compter. Ouais. Ouais. Mais en même temps, on comprend que c'est un collectif, ils sont 9. Tout à fait. Ben voilà, donc c'est pour ça que tu as des choses comme ça dans la langue. C'est la philosophie qui dirige ça. Ça veut pas dire que la langue peut pas nommer exactement comme. Non, ouais. Voilà, il peut les faire, mais ça, what is it? It doesn't sit well. Ça colle, voilà. Merci. Un point pour l'audience. Ouais, voilà. D'accord. Vous allez peut-être nous lire un premier passage pour qu'on puisse entendre justement tout ce dont on vient de parler aussi. Un premier passage. En anglais et puis en français. C'est donc là, on lit. C'est sur la ville. Le chasseur. Ah oui. Oui. L'arrivée des policiers. Yao Poku raconte l'arrivée des policiers pour enquêter. We were at her somewhere when they came. First the woman and her driver, then 1119 policemen, then a drunk pathologist. And now they had left us with one tall red policeman, a garman, I think, and a police car that the children climbed in the evening. And they said the next day, a graduate was coming. I had to tell the chief in the morning. We waited to see. Man has his plans, and the ancestors also have their plans. And sometimes they are not the same. The needs of the earth are greater than the needs of us. We are not complaining. My father and his father before him were hunters. That is what was chosen. My own 2 sons have not followed me. They have gone to their mother's family in the south. So I am the last hunter in this village. I have seen all the wonders of the forests and rivers, and I have told many of the young men. But they all want to go to the cities and make money. Even the story of how I followed the Densu River, rode it in a dugout canoe, learning the bird songs as the current carried me down, watched the many patterned butterflies flutter on the riverbanks, ran my hand in the water like a fish swimming all the way down to the mangroves of the south, where I saw my wife, bathing naked in the waters, her buttocks wide and dark, her legs strong and bold, her beauty greater than the royal pythons. Even that story does not entice them. They say there are beautiful women everywhere now. And I tell them that it's not just about beauty, because beauty doesn't pay debts. But do they listen? The medicine man or Joe can't find an assistant, and the young ones don't trust him anymore. They want tablets, and he gives them leaves. Things are not the same, but night had fallen just the same. I had been out too long, and it was time to go to my wife. That red policeman was smoking something. I could smell it. If he wanted to stay awake, he should have chewed cola. Smoke does not keep the eyes open. Oh, Kofiata, because of you, all these people have come to do what they like in our village. My eyes had seen what the mouth must not speak. But one must not let the sight of death, Sebi,
stop one from sleeping. And so I went home. Those who have lived know that darkness is only temporary. Morning brings its own light. Nous étions à notre quelque part quand ils sont arrivés. D'abord, la fille avec son chauffeur, et après un peu, un jusqu'à 9 policemen, puis le légiste ivrogne. Et maintenant, ils nous ont laissé leur grand policeman teint clair, un homme du peuple gars, je pense, avec une voiture de police. Et les enfants ont grimpé dessus le soir. Et ils ont dit qu'un jeune diplômé va venir le lendemain. J'étais forcée d'aller dire ça à notre chef le matin quand je me suis réveillée. Nous avons attendu pour voir. L'homme a ses projets, et les ancêtres aussi ont leurs projets, et quelquefois ce ne sont pas les mêmes. Les besoins de la terre sont plus importants que nos besoins. On ne se plaint pas. Mon père et son père avant lui étaient des chasseurs. C'est ce qui a été décidé. Mes propres fils, les deux, ils ont choisi de ne pas prendre ma suite. Ils sont partis dans la famille de leur mère, plus au sud. Alors je suis le dernier chasseur de ce village. J'ai vu toutes les choses étonnantes des forêts et des rivières, et je les ai racontées à beaucoup de jeunes hommes, mais tous, ils ont préféré partir à la ville et gagner de l'argent. Même l'histoire du jour où j'ai décidé de suivre le cours du fleuve Densou, quand j'ai descendu le fleuve dans une pirogue, en apprenant le chant des oiseaux pendant que le courant me portait, quand j'ai regardé tous les papillons avec leurs dessins différents qui volaient ici le long des rives du fleuve, quand j'ai laissé filer ma main dans l'eau comme un poisson qui a glissé dans le fleuve jusqu'aux mangroves du sud, où j'ai vu mon épouse qui se baignait nue dans les eaux. Son derrière large et sombre, ses jambes fortes et arquées, sa beauté plus grande encore que celle du python royal. Mais même cette histoire ne les charme pas. Ils disent qu'en temps d'aujourd'hui, il y a de belles femmes partout. Et je leur dis que ce n'est pas seulement une question de beauté, parce que la beauté ne paye pas les dettes. Mais est-ce qu'ils écoutent seulement? Le féticheur Woodrow a du mal à recruter un assistant, et les jeunes gens ne lui font plus confiance. Ils veulent des comprimés, et il n'a que des herbes à leur donner. Les choses ont changé, mais la nuit tombe toujours de la même façon. J'étais restée trop longuement au dehors, et il était temps pour moi de retrouver mon épouse. Le grand policeman teint clair était en train de fumer quelque chose. Je pouvais sentir ça. S'il voulait vraiment rester éveillé, il aurait dû mâcher la noix de cola. La fumée n'aide pas à garder les yeux ouverts. Ah, Kofi Atta, à cause de toi, tous ces gens sont venus faire comme bon leur semble dans notre village. Mes yeux ont vu ce que la bouche ne peut pas raconter. Mais il est dit que la vue de la mort, Sébi, ne doit pas empêcher l'homme de dormir. Alors je suis rentrée à la maison. Ceux qui ont vécu savent que l'ombre n'est là que pour un temps. Le matin apporte avec lui sa lumière. Alors ce premier passage nous montre justement cette langue empreinte d'éloquence. Il y a vraiment ce rapport à l'éloquence antique, je dirais presque. Il y a les images et il y a aussi beaucoup de proverbes qui ponctuent ce livre et ces histoires et justement cette philosophie des villageois. Moi, il y a une entrée magistrale, je trouve, dans le livre qui commence par le chant des oiseaux, en fait, où il est dit que le chant des oiseaux n'a jamais cessé et continuera. Est-ce que pour toi, pour vous, puisque Sika écrit aussi, l'écriture, c'est ce rapport au chant immémorial et au chant tout court, enfin à la musique en fait, de la musicalité de cette langue qu'on voit tout au long du livre avec ces mots Sebi, Charlet, qui ponctuent là seulement, qui ponctuent les phrases et qui font danser la langue. Et puis ce chant plus antique qui porte des légendes, des mythes, et qui nous enseigne justement ce qu'est l'humain et comment les choses se déroulent pour justement, sur cette terre, quoi. Ce chant justement, qu'est-ce que tu peux nous dire du chant, Ni? Tu veux mon micro? I think that, je crois que
la langue qui vient de parler. Et donc, c'est pas possible d'écrire sans avoir un bon sens de musique, quoi. Ouais. Et pour moi, c'est tellement important parce que j'ai grandi dans une culture qui était toujours beaucoup plus orale. Et je trouve que dans chaque pays, si on va vers les campagnes, on voit qu'on n'a pas perdu ça. Parce que dans les campagnes en France, en Angleterre, quand tu discutes avec les vieux là-bas, tu vas voir qu'ils vont décrire les choses avec les images qui sont autour de, tu vois, les arbres, n'importe quoi. Leur environnement. Voilà. Donc, en fait, la langue est toujours vivante parce que ça prend les métaphores d'autour. Et quand on vient dans les villes, on perd ça. Donc, la langue devient un peu plus musclée et fâchée, quoi. Et puis selon l'histoire politique du pays, il y a aussi l'affirmation par moment d'une langue qui va supplanter les autres, voilà, et qui va donc appauvrir aussi. Et donc on perd un peu de flexibilité de langue, de passer par exemple breton en français, tu vois, et on a langue de pays, et donc tout change. Et si tu parles une langue qui est pas quelque chose du cœur, tu vas pas apporter tous les mouvements de ton la puissance du message, voilà, dedans. Donc en fait, je crois que c'est ça. Mais pour moi, la musique est toujours important. Et pour moi, la première phrase du roman, c'est aussi sommaire du roman. C'est une annonce. Résumé du roman, parce que c'est ça. Et ça revient à la fin d'ailleurs. Hein. Finalement, tu fais ce que tu veux faire, mais on va mourir. La mort est un thème très présent dans le roman. Ouais. Mais alors ce chant est justement cette langue orale, cette oralité qui décrit le monde ou l'histoire les histoires des gens. C'est une... j'ai perdu le fil, ça va revenir. En tout cas, je crois que c'est pas possible de vraiment montrer. Pour moi, il y avait un rapport à la image vérité. d'un pays sans que les gens parlent comme ils parlent. Donc, si j'avais rendu ce roman dans l'anglais classique, on n'aurait pas eu le sentiment de vivre au Ghana, à Accra, comme la façon de discuter. Quand je suis avec mes frères, on ne parle jamais en seule langue. Parce qu'il y a plusieurs langues autour de nous, et il y a des langues qui ont des meilleurs mots pour décrire certaines choses. Tout à fait, oui. Donc, voilà, si on parle de quelque chose qui est mieux décrit en gars, on parle en gars, si c'est tui, même si c'est français, quoi. Ouais. Et puis j'ai l'impression que cette langue plurielle, qui va puiser à différentes sources, Sika pourra nous en parler ensuite pour la traduction, le travail qu'elle a fait également, ça a un rapport aussi, ce chant, c'est aussi le rapport à la vérité qui occupe aussi tout ce livre. C'est, à un moment on dit, si l'histoire n'est pas bonne, la vérité va s'écraser comme le crapaud sur cette route qu'on vient de construire en béton. C'est-à-dire que c'est pas c'est pas l'arrivée, c'est déjà pas le nom, et c'est pas non plus la vérité ou le résultat de quelque chose qui fait que c'est prégnant et que ça nous marque. C'est la façon dont on va raconter. Et donc, il y a toujours ce rapport aussi au chant qui doit entrer dans l'oreille pour marquer les esprits. Donc, il y a un rapport toujours à cette incarnation de la parole qui, je pense, est primordial quoi, pour toi ou beaucoup d'auteurs. Il y a des gens qui écrivent à l'oreille, qui ont besoin, en écrivant, de se lire leur texte.
Donc, est-ce que pour toi, l'écriture a nécessairement un rapport avec le corps, l'incarnation? D'ailleurs, je crois que tu pratiques le spoken word. Pour moi, comme je disais au début, la langue, ça commence par parler. L'écriture est plus jeune. Donc, pour moi, c'est important qu'on va toujours par là. Mais en même temps, si on rend compte que la musique, ça arrive à toucher les gens n'importe la langue, même si on ne comprend pas, ça arrive à toucher les gens. Donc, en fait, et chaque langue est musicale aussi. Ouais. Même si la musique n'est pas toujours... bon, c'est pas toujours super rythmique ou bien mélodique, mais c'est une musique quand même. Et pour moi, la langue est toujours cherche à toucher quelque chose. Il n'arrive jamais, franchement, à tout exprimer. Donc, si je dis à quelqu'un je t'aime, j'ai dit ça à ma mère, j'ai dit ça à ma fille. C'est pas la même chose, mais j'utilise les mêmes mots. Mais il n'y aura peut-être pas la même intonation, le même... Ouais, mais en tout cas, les mots arrivent jamais à exprimer ce que je veux dire. Ouais, voilà. Donc, en fait, ce que vous dites, c'est important. C'est le ton aussi. Mais la langue cherche toujours, il n'arrive jamais. Mais la musique, il ne cherche même pas, il arrive. Et donc, en mélange des deux, on arrive peut-être un peu plus proche à s'y comprendre. Alors, j'ai une question à ce sujet. Tu as beaucoup écrit de poésie, tu as beaucoup déclamé, je pense, de la poésie. Là, c'est ton premier roman. Qu'est-ce que tu as cherché ou qu'est-ce que tu as trouvé qu'est-ce que tu cherchais avec justement le roman, de passer au roman, à l'écriture du roman? Est-ce que tu as trouvé un autre souffle, une autre... Ça représentait quoi pour toi, ce passage au roman, de la poésie au roman? Franchement, j'avais pas trop pensé à ça. Il y avait l'histoire qui voulait s'exprimer et puis moi, j'étais là pour l'écrire. J'ai pas pensé à la poésie quand j'écrivais les romans. Tu t'es pas dit, il faut que j'écrive un roman maintenant? Non. C'était pas un programme mais c'est pas d'écriture. facile. Hein, c'est pas... Mais on sait que c'est justement pas facile, c'est pas le même souffle. Ouais, on se lève pas un moment pour dire il faut que j'écrive un roman. J'aurais bien continué à écrire de la poésie. Mais il y avait l'histoire qui m'embêtait, donc il fallait que je l'écrive. Bien. On peut peut-être parler maintenant de ton travail, Sika, de traduction justement, donc sur cette langue qui chante beaucoup et qui superpose plusieurs langues ou qui comprend plusieurs langues. Toi, tu as puisé à quelle source, si je peux m'exprimer ainsi? Pour moi, justement, c'est d'abord, le premier. Ma première approche du livre, c'est la langue, évidemment. Quand j'ai lu les premières pages, ce récit du chasseur, je me suis rendu compte que le livre faisait quelque chose que je n'avais jamais lu ailleurs. Et ce quelque chose, c'était d'abord raconter une belle histoire et le faire dans une langue qui dit vraiment ce que c'est que l'usage des langues en Afrique de l'Ouest, que ce soit en Afrique de l'Ouest anglophone ou en Afrique de l'Ouest francophone. Cette espèce de... un usage des langues complètement polyglotte. Chacun, évidemment, parle, comme disait Ni, plusieurs langues, et dans une même conversation passe de l'une à l'autre. Et c'est cette espèce de... je me suis sentie happée, tout simplement, par le texte, en tant que texte, et puis physiquement. Et c'est ce qui a fait que j'ai eu envie de le traduire, et que je me suis dit, c'est possible en français, puisque je connais le français qu'on utilise en Afrique de l'Ouest francophone, au Bénin notamment. Et ce français-là
mêlé de langues vernaculaires, dans lequel parfois du fond ou de mina peuvent surgir, même si même si la conversation est de façon générale en français, on peut basculer sans problème d'une langue à l'autre. Et j'ai eu une envie irrépressible, vraiment, de faire la même chose en français. Voilà. C'est donc, pour revenir à ta question sur l'incarnation, et voilà, c'était pratiquement... oui, oui. Mm. Et au niveau donc, toi, du coup, des langues qui apparaissent, tu as fait un travail, je crois, assez proche de la langue d'origine. oui, Tu oui. es resté Mm. fidèle à sa langue, au rythme. Oui. Mais par contre, bon, tu as fait des adaptations. Alors, oui, c'était assez simple de rester proche de la langue de Ni, parce que, notamment dans le récit du chasseur, parce que cette langue, je dirais que c'est une 4e langue. Tu en as cité 3 tout à l'heure. Oui, tu disais oui, que... il y a l'anglais classique, Voilà, l'anglais, le standard, le twi, et le pidgin. ouais. En fait, pour moi, la langue du chasseur, je ne sais pas pour toi, mais c'est encore une autre langue. C'est ton invention à toi. Le pidgin, tu ne l'as pas inventé. Le twi, tu ne l'as pas inventé. L'anglais de récit standard, tu ne l'as pas inventé. Mais cette langue du chasseur, c'est une invention qui prend l'anglais et le transforme complètement, comme on le fait quand on parle là-bas, quand un personnage qui peut exister vraiment, comme ce chasseur, prend la parole au milieu d'un village ou même dans une ville. On entend une langue qui est... s'il se met à parler français au Bénin ou anglais chez toi, c'est une langue qui sera complètement mêlée de structures vernaculaires et dans laquelle, effectivement, on entend toute l'oralité, mais aussi toute la vision du monde que n'ont ni l'anglais ni le français, mais qu'ont toutes les langues vernaculaires en Afrique de l'Ouest. Et donc, finalement, pour moi, le faire en français n'a pas été si difficile pour la simple raison que les langues de Ni font partie de familles auxquelles appartiennent aussi les langues que je connais au Bénin. Et ce sont des langues sœurs, cousines, enfin, je ne sais pas comment on le dit, mais je peux reconnaître dans l'anglais de ce chasseur des structures que l'on a en fond ou en mina. Et comme je les reconnais, je peux les donner aux Français. Voilà, c'est un peu ça. De même que toi, tu as donné à l'anglais les structures et la vision du monde et la musique du twi ou du ga, moi j'ai essayé de donner aux Français la même chose avec les langues que je connais au Bénin. Voilà. Toi, Ni, justement, tu as lu, j'imagine, la version française de Sika, et qu'est-ce que ça t'a fait, justement? Est-ce que tu connais quand même le français, donc Ouais, je trouve que c'était enfin, nous avons commencé à travailler ensemble avant de trouver une maison d'édition. Donc, en fait, elle avait traduit le premier chapitre. le premier jour, le premier chapitre. Mm. Et je l'ai lu et j'ai dit, c'est excellent. Il n'y a personne d'autre qui va traduire mon roman. Et puis, on a travaillé ensemble pour trouver une maison d'édition. Ouais. Et je trouvais là, c'est fait un travail de merveille, quoi. T'as trouvé l'écho parfait. Ouais, c'est parfait. Je pense que peut-être que pour entendre un autre dialogue et donc une autre forme d'oralité, vous pourriez lire le dialogue de Caillot et ses amis, justement un dialogue de jeunes qui vivent à Accra, en ville, à la sortie du labo.
commence. Oui. As he opened the car door, he heard a familiar chant and smiled. Ninote and Samiti had spotted him and had begun the ritual known as chipping fans. Keo! Keo! They chanted his name at increasing volume until he raised his hands, acknowledged his fame, and smiled. When he got to them, he traded customary elaborate handshakes and endured the exaggerated compliments. Charlie, it be you be this. When you can't find so. Charlie, your shirt bright and answer, I know the fit look you. I beg, Keo pleaded, laughing as he sat in the chair Samiti had pulled for him. He looked at the four men seated around him and shook his head. Charlie, I'm laughing now, but I had a terrible day at work. He sighed and opened an extra button on his pale yellow shirt so the 6 o'clock breeze could reach his chest. Akwesi, who was seated on Keo's right next to Ninote, raised his right arm and clicked his fingers. Waiter, please bring my man his usual Guinness. He brought his arm down and tapped Keo's chest. Ninote leaned forward to look past Akwesi. Oh, Keo, before you start crying, I have to tell you, Auntie Millie has started serving roast chicken. All 5 men except Ninote laughed. Oh, Ninote protested. I'm serious. The thing is seriously good. I would insult my own mother just for a taste. Ask Dan. He tapped the table closest to where the quietest of the group sat. Dan was a risk analyst with the Rural Development Bank. He was ochre seed dark with skin so smooth that it looked like patent leather. And he always exposed his full set of teeth before he spoke. Ninote, stop fooling. The man is in distress and all you can talk about is chicken. Oh, Dan, Charlie, just answer the question. Ninote stood up. Was the chicken good or not? Dan smiled. It was good. En ouvrant la portière, un chant familier le fit sourire. Ninote et Samiti l'avaient aperçu et venaient d'entamer le fameux rituel du fan club railleur. K.O., K.O., scandait-il, déclamant ses initiales d'une voix toujours plus forte jusqu'à ce qu'il lève les mains en signe d'acceptation de sa très grande célébrité et qu'il leur adresse un sourire. Quand il les eut rejoints, ils chorégraphièrent un tapement 5 élaboré, leur routine à eux, et il se laissa assaillir par leurs compliments exagérément élogieux. « Tchale, c'est toi là même. Ça fait depuis quand tu sapes comme ça? Tchale, ta chemise qui brille là. Mes yeux ne peuvent même pas te regarder. » « Pardon, supplia Caillot, qui, toujours riant, s'installa sur le siège que Samité venait de lui avancer. Il regarda les 4 hommes assis autour de lui et secoua la tête. « Tchale, je ris devant vous maintenant, mais vraiment, j'ai passé une sale journée au boulot. » Il soupira, défit un autre bouton de sa chemise jaune pâle pour laisser la brise de 18 heures lui chatouiller le torse. Akwasi, qui était assis à la droite de Caillot, près de Ninote, leva le bras et claqua des doigts. « Garçon, s'il vous plaît, apportez à cet homme sa Guinness habituelle. » Puis, le bras redescendit tapoter Caillot. Ninote se pencha par devant Akwasi pour s'adresser à Caillot. « Ah, Caillot, avant que tu te mettes à pleurnicher, il faut que je te dise. Tanti Milia commençait à servir son poulet braisé. » Tous éclatèrent de rire, sauf Ninote. « Oh, protesta Ninote, je suis sérieux là. Je vous dis que c'est sérieusement bon. Je serais prêt à manquer de respect à ma propre mère rien que pour pouvoir en goûter un peu. » Demandez à Dan. Dan travaillait en tant qu'analyste de risque à la Banque du Développement Rural. Il était noir comme les graines de gombo séchées, avec une peau si lisse qu'on aurait dit du cuir verni, et chaque fois qu'il se mettait à parler, on lui voyait d'un seul coup toutes les dents. « Ninote, arrête de faire l'idiot. Voilà un homme en détresse et toi tu lui parles de poulet ?»« Oh, Dan Chale, réponds juste à la question, non ?» fit Ninote en se levant. « Réponds, c'était bon ou pas, ce poulet ?» Dan sourit. « C'était bon. » Bien, alors le temps avance. Peut-être qu'il y a on pourrait peut-être échanger avec vous si certains ont lu le livre déjà, ou s'il y a des questions justement sur des thématiques. Il y a pas mal de thématiques et de figures de dualité tout au long du roman. Est-ce qu'il y a des questions à ce propos? Si, parce qu'on enregistre. J'aimerais bien que vous parliez des têtes de chapitre, du choix des mots et des têtes de chapitre, des noms qui... Ah, les têtes des chapitres, c'est les jours des semaines on trie. Et Et en mélange.
Amina, ouais. Et Amina. C'est pareil. Gangbe, c'est exactement les mêmes mots dans la langue de ma grand-mère. Pardon, le micro, s'il te plaît. Oui, ce sont exactement les mêmes mots. Amina ou Gangbe. Mina, c'est le mot qu'on utilise en français. Gangbe, c'est le mot qu'on utilise en Gangbe. Et voilà. Ouais, donc ça déroule l'histoire se déroule en 7 jours, c'est ça? Ouais. Oui, ou 8, Ou 8 jours. 8 jours. puisque le temps ne se compte pas de la même manière. Non pas en semaine de 7 jours, mais plutôt en cycle de 8 jours, du dimanche au dimanche. Donc pour ceux qui connaissent pas le livre, à la fin du roman, il y a donc ce qui nomme chaque chapitre. Naotwe, les 8 jours. Kwasida, les jours de toutes les choses sous le soleil. Doda, le jour de la tranquillité. Benada, le jour de la naissance de l'océan. Wukuda, le jour de la naissance de l'araignée. Yoda, le jour de la naissance de la terre. Fida, le jour de la fertilité. Menada, le jour de la naissance du Dieu suprême. Et Kwasida, le jour de toutes les choses sous le soleil. Donc c'est une image cyclique, un petit peu comme serait un peu la nature ou c'est ce qui ponctue tout le roman. C'est un peu une histoire un peu initiatique aussi pour le personnage Caillot, qui finalement va rencontrer un petit peu son destin, parce que lui il est à Accra en ville, il est dans ces deux cultures africaine et occidentale, européenne. C'est un jeune diplômé qui a une forte éducation, mais qui a aussi toutes ses traditions. Il en a une très très bonne connaissance d'ailleurs. Il n'est pas très satisfait de sa vie, puisqu'il aurait souhaité exercer auprès de la police. Là, une occasion lui en est donnée, alors de manière un peu corrompue, puisque c'est pas la vérité qu'on va lui demander, mais un mensonge pour satisfaire à l'ambition d'un inspecteur de police. Mais c'est aussi par ce guet-apens un peu d'aller enquêter comme ça pour produire un faux rapport qui sera d'ailleurs un beau pied de nez. Je ne sais pas si tu voudrais en parler, mais il va aussi rencontrer son destin quoi, dans cette aventure au sein du village. Justement entre le contemporain et ce monde de tradition, puisqu'il va devenir médecin, mais par les plantes. Il va apprendre la médecine traditionnelle, finalement. Je sais pas. Tu sais pas. Non. Finalement. C'est un peu ce qui est dit. C'est ça? Je sais pas. Il peut changer d'avis? Oui, il peut changer d'avis. Qu'est-ce que c'est pour toi justement la dualité, ce permanent comme ça? C'est en fait son histoire. Pour lui, c'est d'apprendre que à la fin, il a toujours des choses à apprendre. C'est pas qu'il va devenir médecin par les plantes. C'est qu'il rend compte que il y a toujours des choses à apprendre. Parce que pour lui, à ce moment-là, il va travailler pour la police parce qu'il croit vraiment qu'il a toutes les connaissances qu'il faut pour... Et il les a d'une certaine manière, mais pas forcément pour arriver à une vérité. Mais c'est ça les questions qu'il pose au droit à Caillot. Ouais. Ou, non, même il y a beaucoup à Caillot. Parce qu'il dit que lui, il peut expliquer la mort. Voilà. Ben voilà. Donc, à ce moment... Il croit qu'il peut expliquer la mort. Mais il n'y a personne qui peut expliquer la mort. Même les médecins légistes, ils expliquent juste à un moment, mais ça n'explique pas la mort. Même si il y a quelqu'un qui what's the word for shot in French? I don't even know why I've forgotten. Yeah. Tuer, ouais, par un fusil. Même il y a des gens qui arrivent à survivre. Donc, on ne peut pas dire que c'est seulement parce qu'on est... Oui, le chasseur, à un moment, dit si l'antilope vient devant mon fusil, qu'est-ce qui explique qu'elle soit là à ce moment-là? Enfin, c'est pas... Donc, tu ne peux pas expliquer la mort, finalement. Donc, en fait, pour lui, à la fin, il est reconnaissant qu'il y a toujours des choses à apprendre.
Oui, et puis il sort de cette obsession de la rationalité, justement, cet esprit scientifique pour peut-être toucher des réalités plus complexes, quoi. Plus complexe, ouais. Que le monde des anciens, des ancêtres donne tout au long du livre, enfin lui transmet. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'ai 2 questions, une pour chacun. Pour vous, je voudrais vous demander de revenir un petit peu sur ce que vous avez dit au départ, tout au début de votre prise de parole, vous avez dit c'est un roman sur le pouvoir. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Et puis après, Sika, je voudrais te demander quelle a été la nature de ce travail qui a été évoqué, c'est-à-dire quel a été l'échange sur le travail de traduction, voilà. L'échange entre vous. Ben, au niveau pouvoir, je crois, c'était pour moi au début, j'ai commencé de chercher à comprendre les dynamiques entre quelqu'un qui est is the word abusé? Ouais, domestique avec celui qui lui blesse ou whatever. Ouais, voilà. Et donc, j'ai commencé avec l'histoire dans l'histoire, qui est Mensissi et son père. Et donc, ça, c'est un en recherche de pouvoir. Et puis, tu as les polices qui arrivent dans les villages, ils ont les fusils, mais les gens des villages n'ont pas peur d'eux parce qu'ils ne savent pas leur histoire de violence dans la ville. Donc, tout d'un coup, ils perdent leur pouvoir. Tu as pouvoir au niveau de langue, tu as pouvoir au niveau de l'idée que la science explique tout. Et là, il arrive au village et il voit que ça n'explique pas tout. Donc, on a tous ces niveaux, toutes ces couches de recherche de pouvoir, quoi. Et ouais, plusieurs niveaux. Comment dire? Même la phrase au début, que les oiseaux. La nature et le pouvoir de nature. Les oiseaux n'essaient jamais à chanter. Nous, on fait tout ce qu'on veut faire, mais les oiseaux, ils sont toujours là. Donc, ouais, donc il y a pouvoir de la langue aussi, pouvoir de l'histoire. La grande histoire et ouais, la grande histoire. Et puis, il y a beaucoup. Dit que c'est à nous de choisir l'histoire qu'on veut parce que ça va nous aider ou bien gêner dans le futur. Donc, le pouvoir de l'histoire, de ce qu'on croit, de ce qui se passe autour de nous. Oui, c'est ce que Yao Poku dit à un moment donné. Il faut bien choisir l'histoire qu'on va raconter parce qu'elle va changer notre façon de vivre, quoi. Donc il y a ça, ouais. Mais oui, je pensais juste à l'instant que c'est un livre qui raconte aussi ce que c'est que raconter une histoire. Oui, tout à fait. Et moi, c'est une des choses qui m'a vraiment fascinée dans le livre, c'est que c'est une superposition d'histoires qui racontent toutes la même chose, et chacune à leur manière, et chacune à leur manière porte une vérité. La vérité qui arrange l'un ou l'autre. Et ça, je trouve ça très, très intéressant dans le livre. Et du coup, on peut peut-être parler de cette histoire de temporalité dans le livre qui est vraiment fascinante parce qu'il y a ces jours de la semaine qu'on a évoqués qui donnent un cycle en nombre de jours. Et puis il y a aussi l'histoire du pays, l'histoire politique, et il y a des dates comme ça qui tombent, où on a en filigrane toute une histoire depuis les années 50 que tu racontes en fait aussi derrière.
il y a l'année 53 où Yaopoku va raconter une histoire avec le cultivateur de cacao, et on sait que le pouvoir politique à l'époque, avec Nkrumah qui va trouver des fonds pour amener je crois des produits pour pouvoir cultiver le cacao, ce qui va donner une expansion à ce commerce considérable, et qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui vont se mettre à cultiver cette graine. Et puis, donc il y a ces dates qui passent comme ça tout au long du roman. Et il y a la temporalité justement de ces différentes histoires qui se racontent dans le village, et surtout entre Yaopoku, le féticheur, et Kayo avec son acolyte Garba. Et là, on n'est pas du tout dans la même temporalité, parce que c'est vrai que ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que quand on lit le livre du début à la fin, on finit le livre et on revient au début, parce qu'en fait, on est perdu. Enfin, il y a un jeu il y a une opacité comme ça dans le temps, qui n'est pas un temps daté, mais qui est un temps de déroulement, où les choses ont un temps pour se dérouler justement. Il y a une progression, il y a un temps nécessaire pour que les choses s'accomplissent. C'est un petit... Je ne sais pas ce que tu peux nous dire sur ce... Ouais. Ah oui. J'ai été perdue maintenant. Ah oui, l'échange, oui. Comment on a travaillé? J'ai d'abord j'ai traduit le chapitre. Je te l'ai envoyé. Et puis après, j'avais quelques questions. Voilà, et j'ai posé ces questions. Voilà, j'avais quelques doutes sur certains passages, notamment ce qui a amené, ce qui a conduit au choix du titre. Ouais. We were at our somewhere. C'était une phrase j'étais un petit peu déroutée à un moment donné, donc il a fallu que je te pose je me souviens bien, te pose la question pour être sûre de la façon dont j'allais le traduire, et voilà. Ça a été à chaque fois plutôt des vérifications. Vérification. Voilà. Et il y avait des phrases qui avaient deux significations, donc il fallait les mêmes jeux en français. Oui. Puis ensuite, l'échange a été particulièrement intéressant au moment des discussions, finalement, autour de la publication, des choix éditoriaux, un glossaire ou pas, toutes les implications politiques de mettre ou pas un glossaire dans le livre, et le choix du titre, évidemment, notre quelque part, qui c'est une expression du livre, mais ce choix-là porte aussi, il y a des implications politiques. Je ne sais pas si c'est toi qui l'évoquais. Ça donne vraiment une autre dimension au livre. Je ne sais pas, toi, si tu as choisi d'emblée Tale of the Bluebird, ou s'il y avait un autre titre en anglais à la base. À la base, c'était Afterbirth. Le placenta, enfin oui. Ouais. Mais les éditeurs anglais, ils avaient peur, donc... Parce qu'évidemment, Tale of the Bluebird, ça classifie le livre vraiment dans le conte ou le roman policier, quoi. Ça lui donne un genre très prononcé, alors que notre quelque part, ça donne une autre dimension, je trouve. Finalement, c'est moi qui ai choisi le titre en anglais, mais c'était pas mon titre d'origine. Et au niveau vous parlez de quoi? Temporel? Ouais. Les dates, le temps, ça compte, mais ça compte seulement si ça avance quelque chose dans la vie. Donc, c'est pas tellement important pour cette histoire, parce que c'est pas important pour les gens dans l'histoire. Pour l'histoire des gens, tout simplement. Ou l'histoire du genre. C'est pas vécu sur cette... Donc, si
il y a beaucoup mention une date. C'est important à cause de l'effet, ce qui se passe, De l'événement. l'événement et les changements qui sont venus dans le village. Oui, à cause... c'est ce que dit Yaopoku, c'est-à-dire que ces dates historiques de la grande histoire qui sont marquées dans les livres et qui donnent des jalons comme ça, elles sont présentes aussi dans son récit parce que il veut aussi dire que ce n'est pas un village reculé, coupé de tout et du monde et de la marge du monde, c'est-à-dire qu'il y a eu des décisions politiques qui ont eu de réelles conséquences sur leur manière de vivre. Voilà. Mais s'il y a des choses, les dates, des choses qui sont considérées importantes, qui sont passées à Accra, qui n'a pas touché le village, lui, il s'en fout. Voilà, lui, il parle de 53, je crois de 70 ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a vraiment ce rapport entre... l'histoire vraiment du pays et les répercussions aussi dans cette autre temporalité du village, quoi. Et pour moi, c'est là où se trouvent toutes les histoires les plus intéressantes pour moi dans le monde entier. Parce que quand on parle de Seconde Guerre mondiale, bon, on peut ouvrir le texte d'histoire, mais si tu vas dans un petit village, tu parles à quelqu'un qui était là, qui tout d'un coup, il y a tous les hommes du village qui sont partis. Qu'est-ce qui se passe dans ces 3 ans, ces 4 ans? C'est ça l'histoire pour moi. Ouais. Ouais. Voilà. Il y a d'autres questions dans le public. C'est une question qui n'a rien à voir avec le roman, et je peux la poser quand même, j'espère. Puisque vous avez dit ce qui pour moi résonne d'une manière très profonde qu'il faut... Enfin, c'est un livre sur le temps qui est nécessaire pour que les choses arrivent. Je me demandais comment vous vous êtes rencontrés, tous les deux. Par un poète qui s'appelle Kamau Brathwaite, qui est un poète de la Barbade et que je traduisais, que j'ai commencé à traduire, et je cherchais des choses sur lui, et notamment des publications, et je trouve une publication d'un poème de Kamau dans une anthologie éditée par Nii Aikwe Parks. Et Nii Aikwe Parks, quand je lis ce nom, je me dis tiens, c'est un Mina, voilà, je cherche. Et en cherchant, je trouve Nii, dont le travail m'intéresse. Et je décide de regarder, de lire, d'écouter aussi, parce qu'il y avait des performances sur YouTube. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dû... Oui, j'ai vu que tu étais quand même très présent en ligne avec ton blog à l'époque. Et donc, j'ai vu qu'allait paraître un roman. Et à l'époque, je commençais à un petit peu vouloir chercher ce qui se passait autour du Ghana, du Nigeria en littérature, et y compris en fiction. Donc, en général, je m'intéressais à des poètes qui ensuite écrivaient des romans. Donc voilà, ça tombait bien. Et donc, je décide d'aller voir ça. Et c'est là que je t'ai demandé de m'envoyer le premier chapitre. Voilà. Comment ça s'est passé. Puis ensuite, ça a été très long. Ça a été très long parce que je n'ai jamais... je n'ai jamais d'objectif temporel. Un peu comme, donc, c'est ça. Ça aurait pu ne jamais paraître parce que sauf qu'à un moment donné, quand même, lorsque je l'ai traduit, ce premier chapitre, je me suis dit non, ça, il faut que ça paraisse. Voilà, donc, sans savoir si ça arriverait vraiment, j'ai commencé à me démener, à chercher des éditeurs, mais ça a été un travail de 5 ans. 5 ans, oui, entre 2008 et 2012. Ça, un peu avant. Non, c'est 2008 et 2013. 13, d'accord. Oui,
c'est ça. Oui, donc en fait, tu as commencé la traduction avant même que Enfin, tu as mené la traduction en français avant que le livre soit paru en anglais chez un éditeur anglophone. Oui, oui. Le livre est quand même paru finalement en anglais avant ou on dirait, mais 2009. Ouais. Et même en anglais, il a fallu du temps que ça paraisse parce que les maisons d'édition n'étaient pas habituées à... Enfin, ce que je faisais n'était pas tout à fait normal. Donc, ils ne voulaient pas prendre des risques. Il y en avait qui voulaient que j'échange les romans, que j'ai fait un peu plus côté occidental et tout. Et bon, il a fallu du temps, il a fallu 2 ans, plus que ça même. Ouais. En allemand, en néerlandais, en japonais. C'est pas moi qui l'ai fait. Il y a eu un échange entre les traducteurs. Est-ce qu'ils ont pris contact avec toi, j'imagine, avec toi, les traducteurs des... Oui, les autres traducteurs non. Ils ont traduit, je pense, avant moi, non? Enfin, c'est-à-dire... Ouais. Enfin, japonais était le dernier. Oui. Mais le néerlandais et l'allemand... Néerlandais, ouais. Oui. Était avant. Moi, j'ai regardé lorsque la traduction allemande est parue, comme j'ai fait de l'allemand autrefois. Tu me l'as envoyé et donc j'ai regardé, mais j'ai vite refermé. J'ai commencé à regarder, puis j'ai refermé parce que j'ai vu que c'était pas du tout ma direction à moi, de toute façon. Et puis je ne connais pas si bien l'allemand que ça aujourd'hui. Et donc, ouais. Puis, en allemand, ils ont vraiment traduit pour tradition policier. Oui. Donc, ils ont laissé le couture, toutes les choses comme ça. C'était un peu à l'arrière, quoi. Ouais. Mais il a eu beaucoup de succès en allemand. En néerlandais, ils ont, enfin, non, ils ont fait. Je sais ils avaient consulté avec des. C'est possible en néerlandais. On pourrait le faire en néerlandais. Ouais, en néerlandais, ils ont essayé de faire ça parce que je crois que M. Cohen, qui était traducteur, il a consulté avec. Quel est le nom du traducteur? Comment? Le nom du traducteur? Cohen Ronald, je crois. Ah. Je connais pas. Il a consulté avec des Ghanéens, enfin, communauté ghanéenne en Irlande, donc aux Pays-Bas. Donc, je sais qu'il a fait le travail côté couture. D'accord. Ouais. Ah, très bien. Ouais. Très bien. J'ai jamais lu parce que je connais pas la langue, mais je crois qu'il a fait un. Ah, ça m'intéresserait de le lire. Ouais. En ce qui concerne les échanges, il y a eu un échange très important pour moi, plusieurs, mais le faire lire à des gens au Bénin. Et ça, c'était très, très, très important. C'est une étape importante pour ce livre, qu'il ait été lu par des Béninois, ma sœur y compris, ma mère qui vit là-bas, mais surtout et aussi un Béninois, un ami béninois qui m'a dit si j'avais des livres comme ça, je lirais de la littérature. Voilà, il ne lit que des essais et voilà, ça m'a fait très plaisir. Et donc des réactions sur ta traduction en France, dans des revues, des suppléments de livres? Les réactions de... la réception en France de ta traduction, de cette traduction m'intéresserait.
Ça vient de paraître? C'est paru en février D'accord. 2014. Des traductions. Oui, oui. Je crois que ça a Oui, démarré mais lentement, quand même. Oui. Oui, peut-être. Mais justement, sur ce côté, c'est elle, tout le travail, comment dire, la traduction culturelle que tu as fait. Justement, est-ce que quelqu'un a parlé de ça dans un article? Oui. Je pense que c'était surtout ça qui a intéressé, je crois, les critiques qui ont écrit sur ce texte. C'est intéressant. C'est la langue. Oui. Pour la version anglaise, il y a eu un article dans Jeune Afrique qui louait ta langue, qui était reconnue. Donc c'est vrai qu'il y a eu Dans les deux sens, à la fois dans la version originale et la version française, il y a eu vraiment un impact de cette langue, quoi, justement, formée Oui, je crois, dans le roman. Un peu, ouais. Enfin, moi, c'est ce que j'ai pu lire dans les différents articles français ou autres, en anglais. Bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il est quelle heure? Il est 20h, je pense. On peut peut-être finir sur un magnifique passage qui pourrait clôturer cette présentation. On est où, là? À quel passage tu pensais? Alors moi je pensais au passage peut-être sur la ville, on ne l'a pas lu. Ah oui, on peut lire la ville et puis terminer, lire aussi et ensuite la discussion entre Caio et Yaopoku. Ouais. Caio drove past Labwani Secondary School towards the T-junction that led onto the ring road, Accra's main artery, his geography teacher used to say. Vendors sold their wares on both sides of Josiah Tongogara Street. The glow that their kerosene lamps cast on their faces gave them an ethereal look. But the spicy smell of their exertions, the pungent odor of the money they tied inside their waistcloths, kept them firmly rooted to earth. Caio could distinguish the aromas of chofi and fried yam, rice, kelewele, and kenke. The kenke said that Labwani Junction was famous for the quality of her food, and Caio could see the steady mass of children sent to buy kenke for their evening meals, shrinking and growing like a lung. He considered stopping, but he knew his mother would already have kenke at home. Caio glanced left, then turned right onto the road. Traffic near the junction was light for early evening, but he knew there would be heavy traffic once he got closer to Kwame Nkrumah Circle. He could do a U-turn and head for the coast road, yet he carried on down Ring Road. On his right was a row of houses separated from the dual carriageway by a wide gutter and a little used street. The gutter had a series of wooden planks thrown across at intervals to serve as bridges to the main road, where trotros would stop to pick up anyone who raised an arm and could pay the fare. At almost every one of these bridges was a trader, selling everything from loose change for taxi and trotro drivers to chibom, fried egg sandwiches. Just past the row of houses was the U.S. Embassy, painted white and walled off from the rest of Labwani, identifiable from afar by its red, white, and blue flag and assembly of satellite dishes. A convenient distance across the road from the embassy was a strip nicknamed Ashao Lane, close to the former Black Caesars nightclub, where prostitutes paraded in outfits that seemed to have survived every major change in fashion for the last 30 years. As long as the skirts were short, blouses were cut low, dresses were a size smaller than the ideal, and the colors were bright enough to catch an unsettled eye, they were in fashion. It was these pockets of life that made Caio endure the traffic that Kwame Nkrumah Circle held in store for him. Even the quiet stretch between the main fire station building and broadcasting house, where the new spaghetti interchange had been built, bristled with some intangible energy. Taxi drivers honked their horns just so they could hear the echo as they streaked past the concrete erection.
Caillot passa devant le lycée Labonne pour rejoindre l'intersection qui menait au boulevard circulaire de Ring Road, l'artère principale d'Accra, disait toujours son professeur de géographie. Des vendeuses étaient installées là avec leurs marchandises, de chaque côté de la rue Josia Tangogara. La lueur des lampes à pétrole sur les visages leur donnait un air éthéré, mais l'odeur épicée des fatigues de la journée et celle âcre de l'argent qu'elles nouaient dans un pan de leur pagne à la taille les attachait à la terre, solidement enracinée. Caillot huma au passage le fumet du tsofi, de l'igname frite et du riz, des kelewele et du kenke. La marchande de kenke du carrefour Labonne était réputée pour la qualité de sa cuisine. Caillot voyait se contracter et se dilater, comme un poumon, la masse régulière des gamins qu'on envoyait là chercher du kenke pour le repas du soir. Il eut envie de s'arrêter, mais se rappela que sa mère, à la maison, aurait déjà tout prévu. Il jeta un œil sur sa gauche avant de s'engager à droite sur le boulevard. La circulation aux abords du carrefour était plutôt fluide pour un début de soirée, mais il savait qu'elle deviendrait plus dense en se rapprochant du rond-point Kwame Nkrumah. Il aurait pu faire demi-tour et prendre par la route côtière, mais il continua sur Ring Road. À sa droite, il y avait une rangée de maisons séparées de la voie express par un large caniveau à ciel ouvert, bordé par une ruelle peu empruntée. Une succession de planches en bois jetées par intervalles en travers de ce caniveau servait de passerelle vers la grande avenue, où des trottoirs s'arrêtaient inopinément pour embarquer, parmi les clients qui les hélaient, ceux-là seuls qui pouvaient payer la course. Devant chacune de ces passerelles ou presque se tenaient des vendeurs de rue qui proposaient de tout, depuis l'appoint en petite monnaie pour les chauffeurs de taxi ou de trotro, jusqu'au sandwich chibon aux œufs frits. Juste après la rangée de maisons se dressait l'ambassade des États-Unis, séparée du reste du quartier Labonne par un mur d'enceinte badigeonné de blanc et repérable de loin par son drapeau étoilé bleu-blanc-rouge et son bouquet d'antennes paraboliques. De l'autre côté de l'avenue, à une distance convenable de l'ambassade, il y avait un club de striptease appelé Ashao Lane, à 2 pas de l'ancienne boîte de nuit Black Caesar, où les prostituées s'exhibaient dans des tenues qui semblaient avoir survécu à toutes les évolutions majeures de la mode des 30 années précédentes. Si les jupes remontaient autant que les décolletés plongeaient, si les robes paraissaient trop étriquées d'une taille et leur couleur assez vive pour harponner n'importe quel œil irrésolu, alors elles étaient encore à la mode. Toutes ces petites poches de vie, c'était cela qui lui rendait supportable l'idée des embouteillages à venir au rond-point Kwame Nkrumah. Même la portion la plus tranquille de son trajet, entre la grande caserne de pompiers et la maison de la radio, bruissait d'une impalpable énergie. On venait d'y construire un tout nouvel échangeur spaghetti, et les chauffeurs de taxi donnaient des coups de klaxon rien que pour entendre l'écho de leur tintamarre se répercuter quand ils traversaient en trombe le grand œuvre de béton. Donc ici c'est à la fin du roman. Il y a Keo qui va discuter avec Openyipoku pour expliquer ce qu'il fait avec le chef de police ou ce qu'il va raconter au chef. I go. Keo stood a few meters from the door to the hunter's hut. Ame Mamaku's voice sang above the constant rustle of leaves that was Sonochrom's chorus. Kwejo, is that you? Openyipoku sounded as though his mouth was full. Yes, Openyi, it is I. Oh, come, come. Openyipoku lifted the mat covering the door and waved Keo in. Mamaku's and Openyipoku's hut had 3 window holes instead of the usual one, so even with the doorway covered there was plenty of light. The hunter's radio stood on the edge of the table from which Mamaku rose, blaring out a song Keo did not recognize. Mamaku placed a stool in front of the table. On the table was a small mortar of freshly ground red pepper, some fried tilapia, and kenke. Mamaku brought a bowl of fresh water. You have come to meet us. Please wash your hands and join us. Keo grinned and washed his hands. He hadn't smelled fish since he left Accra 2 days ago. According to tradition, he couldn't really refuse, but he didn't even want to. The hunter and his wife waited for Keo to finish washing his hands. You see, said the hunter, I hunt meat, but every Saturday, this woman makes me go and catch tilapia for her. Keo already had his first morsel of kink in his mouth and was breaking off a piece of fish, so he just nodded. Don't mind him, Mamaku retorted. When he came to chase me in Accra, I told him I wouldn't go with him unless he could promise me fish. I didn't force him. Keo smiled. You know, my mother sells fish.
I'll have some sent to you. I'm sure you haven't eaten sea fish in a while. Oh, Kwejo, the way sometimes I crave fish, fresh man and chili. The hunter watched Kayo with a wide grin on his face. You, this Accra boy, you are coming to give my wife dreams of leaving. Mama Aku laughed. Oh, get away. Who would want me now that you have finished using me? Kayo almost choked as he joined in the laughter. He coughed to clear his throat, and the hunter rose to get him a calabash of water. Pour some on the ground, Openyipoku said after Kayo had stopped coughing. The ancestors have been kind to you. Let them have some water. Kayo poured a few drops on the clay floor, then nodded at Openyipoku. I need to speak to you about police matters. Openyipoku looked at his wife. We are listening. I don't know if the police will ask you any more questions, but if they do, tell them what you told me, that you are his cousin, he had no friends, and his daughter had left him. But, Kayo paused. I also want you to tell them that he had a woman in Côte d'Ivoire who used to come here sometimes. Kofiata, Mama Aku whispered. Yes. Openyipoku nodded. Carry on. A few weeks ago, some men from Côte d'Ivoire carrying machetes came looking for Kofiata. They said they had come to warn him for beating their relative while she was pregnant. And after that, you never saw them again. That's it. Openyipoku stood up. I have heard. Am I the only one to know this story? Kayo shook his head while washing his hands in the bowl on the table. I have told you so you can let the story get to those who need to know. Kayo stood up to leave. The hunter stepped forward and took Kayo's hand. Kwejo, you have honored our ways. Kayo shook his head. Mama Aku, thank you for the food. Mama Aku walked over to hug Kayo. There's no thanks between us. You are my child. Je vais lire, mais avant, je voudrais dire que ce passage, il est vraiment très beau. Enfin, je le trouve très beau parce que il raconte comment Kayo devient uni dans la case de Mama Aku et du chasseur Yaopoku. Et enfin, je trouve ça très émouvant la façon dont la scène est racontée parce que c'est raconté avec tous les codes. Comment dire, les codes du respect que l'on doit aux gens aux anciens, à ces gens qui sont des anciens dans la culture traditionnelle, et ce personnage de Kayo qui est quand même un scientifique, y compris dans ce passage. Il est absolument le scientifique formé en Occident, et il est absolument le fils que reconnaît Mama Aku à la fin. Et en fait, pour moi, c'est très émouvant parce que mon père m'a souvent fait comprendre ça, que c'était vers ça qu'il fallait aller. Voilà. Et, bon, je vais lire. Ago. Kayo se tenait à quelques mètres de l'entrée de la case du chasseur. Ami, la voix de Mama Aku gazouilla par-dessus le perpétuel bruissement de feuilles qui constituait le cœur de Sonochrome. Kwejo, c'est toi? Il sembla à Kayo qu'Opanyipoku avait la bouche pleine. Oui, Opanyi, c'est moi. Ah, entre. Opanyipoku releva la natte qui masquait l'entrée et fit signe à Kayo d'approcher. La case de Mama Aku et Opanyipoku disposait de 3 ouvertures au lieu de l'unique fenêtre habituelle, si bien que même avec la natte de l'entrée rabattue, la pièce était baignée de lumière. La radio du chasseur, posée sur le bord d'une table, beuglait une chanson que Kayo ne connaissait pas. Mama Aku se leva pour placer un tabouret devant la table dressée, garnie d'un plat de tilapia en friture accompagné de kenke avec un petit mortier de piment rouge fraîchement écrasé. Mama Aku apporta un bol d'eau pour Kayo. « Tu es venu nous visiter. Lave tes mains et mange avec nous. » Kayo sourit. Il n'avait pas humé le fumet d'un plat de poisson depuis son départ d'Accra 2 jours plus tôt. Les convenances lui interdisaient de décliner une invitation que, de toutes les façons, il avait envie d'accepter. Le chasseur et sa femme attendirent que Kayo ait fini de se laver les mains avant de continuer leur repas. « Tu vois, dit le chasseur, moi je suis un grand chasseur de gibier, mais chaque samedi cette femme m'envoie attraper tilapia pour elle. » La bouche déjà pleine de kenke, rompant avec ses doigts un morceau de poisson frit, Kayo se contenta de hocher la tête. « Il ne faut pas lui prêter attention, rétorqua Mama Aku.
Quand il est venu me courtiser jusqu'à Accra, je lui ai dit que jamais il ne va me voir partir avec lui s'il ne me promet pas du poisson. Je n'ai forcé personne. Keio sourit. Ma mère vend du poisson, vous savez. Je vous en ferai apporter. Je suis sûre que ça fait longtemps que vous n'avez pas mangé de poisson de mer. Ah, Quado, je rêve tellement de manger du bon mens frais et du chili. Le chasseur regardait Keio, un large sourire aux lèvres. Toi, le garçon de Accra, là, tu viens me voir ici pour donner à mon épouse des envies de partir? Mama Aku rit. Ah, laisse-le. Qui va vouloir me prendre pour épouse maintenant que tu as fini de muser? Keio manqua s'étouffer en joignant son rire au leur. Il toussotait, se raclait la gorge, si bien que le chasseur se leva pour aller lui chercher une calebasse d'eau à boire. Il faut verser un peu par terre, dit Opani Poku à Keio, quand ce dernier eut fini de tousser. Les ancêtres t'ont accordé leur bienveillance, accorde-leur de boire un peu d'eau avec toi. Keio versa quelques gouttes d'eau sur le sol de terre battue, puis il inclina la tête et dit « J'ai besoin de vous parler de cette affaire de police. » Opani adressa un regard à sa femme. « Nous écoutons. Je ne sais pas si la police va vous poser encore des questions, mais s'ils le font, dites-leur ce que vous m'avez dit, que vous êtes son cousin, qu'il n'avait pas d'amis, que sa fille l'a laissé. Mais... » Keio s'interrompit un instant. « Je voudrais que vous leur disiez aussi qu'il fréquentait une femme en Côte d'Ivoire et qu'elle venait parfois ici. »« Kofi Atta » murmura Mama Aku. « Oui. »« Continue, dit Opani Poku avec un hochement de la tête. »« Il y a 2 semaines de cela, des hommes sont arrivés de Côte d'Ivoire avec des coupes-coupes. Ils cherchaient Kofi Atta. Ils ont dit qu'ils venaient lui donner un avertissement pour qu'il cesse de frapper leur cousine qui porte un enfant. Et après ça, vous ne les avez plus vus. C'est tout. » Opani Poku se leva. « J'ai entendu. Est-ce que je suis le seul qui doit connaître l'histoire là ?» Keio se lavait les mains dans un bol posé sur la table. Il secoua la tête. « Je vous ai raconté cette histoire pour que vous l'aidiez à faire son chemin jusqu'à ceux qui ont besoin de la connaître. » Et il se leva pour prendre congé de ses hôtes. Le chasseur fit un pas vers lui, prit sa main entre les siennes. « Kojo, tu as fait honneur à notre coutume. » Keio inclina la tête. « Mama Aku, merci pour le repas. » Mama Aku s'avança vers Keio pour le prendre dans ses bras. « Pas de merci entre nous, Keio. Tu es mon enfant. »